Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui va avoir comme thème surtout l'influence de la confiance et le partage du renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'une étude comparative entre la France et la Belgique. Je pourrais vous montrer peut-être d'abord un petit film, mais je pense que les attentats de mars 2016 sont quand même encore dans la mémoire de la plupart d'entre vous. Donc je pense que si je me concentre dans les slides suivants de vous faire un petit résumé de ces malheureux événements en France et en Belgique depuis 2015, que ce sera suffisant. Ensuite, je passerai au choix de la recherche et donc à la question de recherche de ma thèse. Je vous expliquerai par la suite les méthodes utilisées. J'expliquerai aussi la comparaison, donc qu'est-ce que je compare dans cette recherche et je donnerai quelques mots sur les modèles utilisés pour expliquer, mesurer, étudier l'influence de la confiance sur ce processus de partage de renseignements, pour ensuite vous donner une petite conclusion. L'année 2015 est clairement une année noire pour la France, qui a été touchée par plusieurs attentats d'envergure différente. Le tout commence par l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, où les frères Chérif et Cachoui, deux trentenaires radicalisés, tueront 12 personnes au nom d'Allah. Ces attaques sont suivies très vite, le 8 janvier, d'une fusillade où un compagnon des auteurs des attaques, Koulibaly, tue une policière à Montrouge, au sud de Paris. Le lendemain, le 9 janvier, les frères Cachoui, en fuite, commettent une prise d'otage dans une imprimerie à Dammartin, en Gouelle, et parallèlement, Amédi Koulabi et un compagnon présumé attaquent un hypermarché Karcher à la porte de Vincennes, où 4 victimes seront à déplorer, et les 3 terroristes seront neutralisés par les services de police français. En février, déjà, Moussa Koulabili attaque 3 militaires à Nice. Les attentats du printemps montrent vraiment qu'un réseau terroriste islamiste est bien en place dans le pays. Autre attentat ayant fait la une des médias est celui du Thalys reliant Amsterdam à Paris en août 2015, où des passagers courageux ont neutralisé le terroriste El Kazani, mais des blessés ne pourront pas être évités. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été réalisé à cet effet. Mais ce sont les attentats du 13 novembre à Paris qui vont sûrement le plus marquer l'opinion publique, où plusieurs commandos ont simultanément attaqué les terrasses du 10e et 11e arrondissement, l'extérieur du Stade de France et la salle de spectacle du Bataclan, faisant environ 130 morts et plus de 400 blessés. Les auteurs de ces attaques sont des Belges et des Français, dont une bonne partie sont revenus de Syrie dans le but de commettre en fait ces attaques en Europe. Un réseau international organisé au service de l'État islamiste est devenu clairement réalité aussi bien en France qu'en Belgique, et une véritable chasse à l'homme est organisée pour attraper les auteurs qui ont pu s'échapper et tenter d'éviter de nouvelles attaques. Les services de sécurité français et belges ne pourront empêcher plusieurs autres attaques sur le territoire français cette même année-là, principalement exécutées en fait par des individus radicalisés, mais ne faisant pas nécessairement partie d'une cellule ou d'une organisation particulière, ce qu'on appelle les lone wolves. Un de ces attentats les plus tristement célèbres est le 14 juillet 2016, où Mohamed El-Boulel a utilisé un camion comme butoir sur la promenade des Anglais, faisant plus de 86 morts et 434 blessés, dont malheureusement énormément d'enfants. Ces attaques individuelles au nom de l'État islamique sont devenues un phénomène supplémentaire et plus difficile à contrer pour les services de sécurité. Parallèlement à la situation en France, les services belges voient aussi le risque augmenter. En janvier 2015, peu de temps après les attaques contre Charlie Hebdo et de l'hypermarché Karcher, une cellule terroriste est neutralisée à Verviers.
Les individus étaient déjà suivis depuis un certain temps par différents services de sécurité belges et français, où il était devenu clair en fait que les terroristes allaient bientôt passer à l'action. Leur motivation était limpide et ils étaient en pleine admiration pour les auteurs des attaques contre Charlie Hebdo. Ceci marquera le début d'une nouvelle ère pour les services de police et de renseignement où le travail va devenir encore plus intensif qu'avant. La menace terroriste devient sérieuse, mais semble à ce moment-là ne pas encore vraiment réveiller le monde politique. Il faudra attendre malheureusement les attaques du 13 novembre 2015 et une véritable chasse à l'homme est ouverte pour retrouver les terroristes survivants, dont Salah Abdeslam, étiqueté à ce moment-là comme le Bin Laden européen. Pendant des mois, grâce aux informations des services de renseignement belges, français et d'enquêteurs, les unités spéciales de la police vont faire des descentes répétées dans plusieurs quartiers bruxellois afin de dénicher le fugitif, mais aussi d'autres cellules terroristes. De longues journées épuisantes pour tous les acteurs concernés par ces poursuites, avec un risque réel pour ceux en première ligne, comme ce sera le cas en mars 2016 où un policier du peloton d'intervention des unités spéciales de la police belge sera grièvement blessé lors d'une intervention rue de Driss à Forêt. Lorsque le 18 mars 2016, Salah Abdeslam est enfin arrêté par la police belge, l'opinion publique espère en fait que la menace terroriste est enfin neutralisée. Malheureusement, dans les coulisses, les services de renseignement et de police savent très bien que d'autres terroristes très motivés sont encore libres et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ce que les attentats du 22 mars à Zaventem et à Malbeek confirmeront malheureusement. La chasse à l'homme organisée depuis des mois a poussé les terroristes avec le dos contre le mur et a mis en avant une faiblesse momentanée. Afin d'être en fait certains de toucher l'Occident, les plans vont changer en dernière minute où l'organisation de l'EI va commanditer un attentat en Belgique au lieu de prendre le risque d'attendre la compétition internationale de football en France qui était prévue à l'été. C'est donc le 22 mars 2016, un peu avant 8 heures du matin, que 3 terroristes issus de Molenbeek vont faire exploser leurs valises pleines d'explosifs dans le hall d'entrée de l'aéroport de Zaventem à quelques secondes d'intervalle. Le troisième terroriste, Mohamed Abrini, ne fera pas exploser sa bombe et s'enfuira. Cependant, il faut être honnête que les services de secours et de sécurité arrivant sur place vont découvrir un véritable carnage humain et matériel. Environ 1 heure plus tard, un quatrième terroriste, El-Bakraoui, se fait exploser dans une rame de métro à la station de Malbeek, proche du quartier européen, provoquant à nouveau d'énormes dégâts humains et matériels. Ces attaques provoqueront 32 morts, 33 entre-temps, vu qu'une des victimes s'est suicidée récemment, et 340 blessés et une centaine de gens traumatisés à vie. Donc pour les services de sécurité et de renseignement, des moments très difficiles vont suivre, chasse aux terroristes, critiques, commission d'enquête, réformes, etc. On en vient maintenant au choix de la recherche. Les choix ont été réalisés à la suite de nombreuses interviews préliminaires et d'études, longues études de littérature. Ici, on parle de renseignements spécifiques à la lutte contre le terrorisme et les méthodes y afférentes qui ne sont pas les mêmes, avec des exigences différentes que pour les services et acteurs chargés de l'espionnage et de l'ingérence. L'intention originale était de traiter du partage avec le niveau européen et entre les services européens, mais malheureusement, ça s'est vite avéré un petit peu trop vaste et trop ambitieux. Donc, recalmant un petit peu du choix, finalement, ça s'est fait sur 2 pays touchés plus récemment et assez fortement par des attentats, dont une coopération a été nécessaire et qui ont été soumis à de grandes restructurations, donc la France et la Belgique. Les services choisis pour ma recherche, ce sont en fait les services qui ont vraiment le lead dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans leur pays propre et 2 services qui sont chargés de l'analyse de la menace, de la coordination de la menace. Donc les 4 services qui sont étudiés, comparés ici sont la Sûreté de l'État belge, la DGSI française, l'OCAM belge
et la cellule de coordination de l'Élysée. Le partage du renseignement est une des remarques récurrentes des commissions parlementaires qui ont suivi les attentats, de là mon intérêt pour m'attarder sur ce processus. À nouveau, dans un souci de faisabilité et suite à des réactions récurrentes en fait de personnes interviewées, l'intérêt s'est porté sur un facteur humain assez spécifique qui est la confiance, ou en tout cas ici plutôt son manque de confiance. De là, ma question de recherche suivante qui est dans quelle mesure la confiance influencerait le partage du renseignement entre les services de renseignement belges et français, donc entre eux, mais aussi entre les services belges et entre les services français, dans la lutte contre le terrorisme, malgré les réformes réalisées. Il est clair aussi que vu les dates des attentats, la période étudiée est post-attentat 2015. Les méthodes utilisées. Bon, il s'agit ici d'une étude comparative binaire, donc entre la France et la Belgique, qui utilise des interviews et des questionnaires qui ont été développés suite à l'utilisation de plusieurs modèles théoriques. D'une part, il est fait appel, et je vais l'expliquer au slide suivant, au modèle déjà expliqué en long et en large précédemment par le colonel Littens, qui est le Six Batteries of Changes. Et d'autre part, deux modèles de Valérie Neveu qui se basent sur la confiance, donc qui traitent de la confiance. Donc ça, pour les méthodes utilisées. Donc on voit ici, c'est une étude surtout qualitative. La comparaison. Donc ici, il s'agit de comparer les services belges et français, tout en approfondissant chaque service national traité. Le but n'est pas de juger ou de prétendre qu'un service est plus compétent que l'autre, comme l'illustre un petit peu ce petit dessin sur le slide, mais bien de voir ce qui fonctionne ou pas au niveau de la confiance et d'émettre des propositions aux deux parties. Le but premier est de découvrir l'influence de la confiance sur le processus de partage et de tenter de l'améliorer, au travers de réponses aux questions posées, donc suite de réaction des réformes, les facteurs influençant le développement et le maintien de la confiance, etc. Et tous ces aspects-là, je vais les comparer dans les deux pays. Premier modèle qui a servi donc de base aux interviews et aux questionnaires est l'application du modèle de Six Batteries of Changes. À travers ce modèle, en fait, je souhaite isoler l'aspect humain des réformes qui ont lieu, surtout au niveau de la DGSI et de la Sûreté de l'État. Ce modèle n'est absolument pas le core business, on va dire, de la recherche, mais sert plutôt à voir l'impact des réformes sur le personnel. Donc de voir, est-ce que ces réformes ont-elles été bien acceptées? Est-ce qu'il y a des problèmes? De quelle nature sont ces problèmes? Surtout humains ou plutôt organisationnels? Donc, ce modèle sert pour moi surtout à diriger les questions des interviews et donc des listes envoyées vers les services. Deuxième modèle utilisé est un modèle de Valérie Neveu qu'elle a développé en 2004. C'est un modèle pour étudier l'influence de la confiance. Donc, elle parle plutôt de la confiance du personnel envers le chef direct et envers le haut management. Il s'agit ici d'aborder des éléments de confiance interpersonnelle et organisationnelle. Pour la confiance envers le chef direct, pour ce domaine-là, elle pose en fait 10 dimensions de questionnement. Donc, par exemple, l'intégrité du chef, le fait qu'on puisse lui faire confiance, qu'il a une certaine ouverture d'esprit, qu'il peut être discret, qu'il est compétent. Donc, ce sont toutes des dimensions dans lesquelles on retrouve encore 44 items à poser. Donc, dans chaque dimension, il y a encore toute une série de sous-questions qu'elle pose. Envers la hiérarchie supérieure, donc le haut management, le modèle est plus simplifié, car en fait la distance est plus grande entre
le personnel et le haut management, et donc certaines dimensions ne paraissaient pas pertinentes. Je n'applique pas les modèles vraiment de manière très stricte, donc je ne fais pas des grands tableaux, mais ils servent à nouveau de base aux questionnaires développés et aux interviews semi-directes, en fait, que je réalise et vais réaliser encore cet automne. Un autre modèle que j'utilise, qui est beaucoup plus récent, de 2021, a été développé par Neveu et des collègues à elle, qui s'est penché à ce moment-là sur l'aspect de la confiance dans le secteur public, donc beaucoup plus proche des services de renseignement, donc, et aussi bien envers la hiérarchie directe que envers des collègues ou des partenaires de même niveau. Donc ceci me paraît très complémentaire au premier modèle de 2004. Elle aborde ici, au travers d'interviews, les éléments qui vont en fait développer la confiance entre les collègues et envers le chef direct. Les éléments avancés dans ce modèle seront ici testés donc sur les services de renseignement choisis, qui sont en fait des entités publiques, on va dire, un peu particulières. Okay. Moi aussi, je travaillerai surtout sur base de questionnaires anonymes et d'interviews dans le cas. Donc ici, dans cette recherche, l'anonymat est fort présent, car évidemment, on se doute bien que dans les services de renseignement, on ne préfère pas donner les noms et prénoms, ou en tout cas pas les publier. Il sera intéressant pour moi ici de voir si les avantages avancés dans cette étude réalisée par Neveu, donc les avantages d'avoir développé la confiance telle qu'une meilleure coordination et coopération entre services et entre collègues, une communication plus fluide, un meilleur bien-être relationnel au sein des services et aussi une plus grande efficacité collective, de voir en fait si c'est valable aussi dans ce cas-ci, dans le cas des services de renseignement et entre les services de renseignement étudiés. Dans ce modèle, en fait, toujours de Neveu, elle dit que le développement de la confiance se déroule par 4 stades. Mais elle dit également que dans les institutions publiques, et ça peut paraître un peu logique, que le développement dans la confiance ou son maintien ne se limite qu'au stade 2 et 3 ici. Ça paraît tout à fait réaliste pour un environnement professionnel et je verrai en fait moi-même au travers de mes questionnements dans quelle mesure je pourrais confirmer ou infirmer ce schéma. Il est certain que peut-être que dans certains cas, on restera peut-être au stade 1, d'autres qu'on va peut-être déjà même être au stade 4, mais on va dire dans un environnement professionnel, en général, on se retrouve au stade 2 et 3. Donc tous ces modèles, en fait, servent de base à mes questionnaires. Donc, pour traiter de ce problème de la confiance, ici, le but, c'est vraiment de trouver, à l'aide des modèles de Neveu et des interviews, quels facteurs, en fait, personnels et organisationnels vont permettre de développer cette confiance et aussi de la maintenir. Donc, on travaille ici au niveau de confiance à un niveau interpersonnel, mais aussi organisationnel. Et il est important aussi, une fois qu'on a acquis cette confiance, de vraiment essayer de trouver des éléments utiles qui permettent donc de conserver cette confiance acquise, que ce soit au sein des services, qu'entre les services, qu'entre les deux pays. Le but ici, c'est d'un côté, en les comparant et de voir un peu ce qui va bien d'un côté ou l'autre, ou malheureusement peut-être ce qui ne va nulle part, de pouvoir émettre des propositions au service des deux pays. Il est certain que ce n'est pas toujours le but d'une recherche de venir, on va dire, avec des propositions concrètes ou des solutions. Hein. Je veux dire, ça reste des sciences non exactes, mais ici, j'espère vraiment pouvoir quand même trouver certains éléments, certaines propositions pour améliorer le partage de renseignements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme entre les services. En conclusion,
à ce webinaire. Donc, vous vous êtes bien rendu compte, je n'ai pas encore de résultats puisque je suis maintenant en pleine période de collection des données. Mais ce que j'ai déjà remarqué dans mes premières années de recherche, c'est que ça reste quand même un grand défi de travailler avec des services de renseignement. Au départ, il a fallu instaurer à nouveau cette confiance entre eux et moi, puisque finalement je suis une académicienne, peut-être militaire, mais pas issue à l'origine du monde du renseignement, malgré certaines formations entre-temps réalisées et une coopération de plus en plus complète. Donc il a fallu le temps, je vais dire, de créer mon petit bonhomme de chemin dans ces services un peu secrets et flous. Comme j'ai dit, la collection de données est toujours en cours. Donc, j'espère vraiment pouvoir refaire un webinaire peut-être dans un an où je pourrai vous amener des résultats qui pourraient peut-être être très intéressants, qui pourraient être même le fruit de recherches supplémentaires ou ultérieures dans d'autres services publics. Il s'agit ici donc d'une comparaison binaire. Quand on dit d'une comparaison, on ne parle pas de jugement. Donc mon but n'est pas ici de critiquer gratuitement le fonctionnement d'un service ou l'autre. Non, c'est de comparer, de voir ce qui fonctionne ou pas et de voir l'influence de cette confiance dans les différents services, confiance ou méfiance. Voilà, j'en suis arrivée à la fin de mon exposé. J'espère que ce petit passage vous a déjà intéressé et je suis tout à fait disponible maintenant pour vos questions.